Je suis Gérard Watkins, je suis auteur, je suis acteur, je suis metteur en scène, je suis homme de théâtre, je suis homme de musique, je suis auteur, compositeur, interprète, je suis père de mes enfants, je suis amoureux, je participe au projet Binôme parce que j'ai envie d'être surpris, parce que j'ai envie de partir vers l'inconnu suprême qui est pour moi est la science. Voilà. Je m'appelle Edmond Dougnas, je suis chercheur en ethnobiologie, chercheur et non pas scientifique, j'insiste sur la nuance. Je travaille à l'Institut de recherche pour le développement et quand je ne suis pas dans les forêts tropicales, je vis à Montpellier. Cette rencontre de binôme m'intéresse particulièrement parce que je suis soucieux de faire en sorte que les chercheurs sortent de leur tour d'ivoire et aillent à la rencontre du grand public et je trouvais que c'était une façon tout à fait originale, astucieuse et stimulante de me prêter à cette rencontre. Je peux ouvrir les yeux? C'est bon. Moi j'ai déjà ouvert les miens. Ah ben, avec les yeux ouverts c'est mieux. Hein. Bonjour. Pendant ces 50 minutes, ça va être un peu plus Gérard qui va poser les questions puisque c'est toi après qui va devoir écrire une pièce à partir de cette rencontre. Donc libre à toi de poser les questions que tu veux, libre à toi Edmond d'y répondre ou non, mais juste n'oubliez pas quand même que vous formez un binôme et qu'à l'issue de ça, il faut que Gérard puisse écrire un texte. Ma recherche, Ouais. donc résumé par un mot barbare, c'est de l'ethnobiologie. Et en fait, ce mot barbare ne cache rien d'ésotérique. Hein. L'ethnobiologie, c'est l'étude du milieu, de l'environnement, de la nature, mais avec une entrée particulière, qui est l'entrée ethno, qui est qu'on regarde la nature à travers le regard qu'en a une société qui dépend de cette nature pour sa subsistance. Quelle est ta définition de la nature? On vit aujourd'hui dans des sociétés, en Occident, dans les pays développés, où s'est faite historiquement une scission entre nature et culture. Quand on s'intéresse à des sociétés qui ont des savoirs naturalistes et qui ont besoin de mobiliser ces savoirs dans leur subsistance quotidienne, cette division, cette scission n'a pas lieu d'être. Je travaille dans les forêts tropicales humides. Et plus précisément dans un groupe de sociétés qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs. Donc ce sont des populations qui sont celles qui dépendent le plus des ressources qui sont dispensées par la nature pour leur vie au quotidien. Je rentre dans la catégorie des chercheurs qui font de la science molle, dans le sens où on n'a pas un protocole de recherche aussi arrêté, bien défini que ça peut être le cas dans un laboratoire. Un chercheur en biologie appliquée, pointu, qui travaille dans un laboratoire et qui donc va jouer une partition de musique classique. Je suis plutôt dans une partition de jazz où il faut savoir improviser constamment. On inverse les rôles entre le chercheur et la communauté qui l'accueille, parce que du coup, le chercheur devient un enfant nu qui ne sait rien et qui a tout à apprendre d'autres personnes qui sont, elles, les détentrices du savoir. C'est la raison pour laquelle je me refuse de m'identifier comme un scientifique, je suis un chercheur. Tu dois pratiquer l'immersion là-dedans au niveau de l'habitation même, ou ça se passe différemment ou... Alors j'ai quelques réserves par rapport au terme d'immersion, pour la simple et bonne raison que j'aborde un système de représentation, un système de connaissance, mais par le filtre de ma propre culture. Je pense qu'il est beaucoup plus enrichissant quand on est dans un environnement qu'on ne connaît pas, de faire valoir son statut d'étranger. Il y a des sociétés où aller faire ses besoins se fait de façon collective, et ce n'est pas notre habitude à nos latitudes. Donc on peut avoir un blocage par rapport à cela. Dans ce cas-là, tu fais valoir ton statut d'étranger pour dire non. On peut parfois se trouver dans des situations beaucoup plus sérieuses, voire dramatiques, si par exemple on travaille dans une société qui pratique l'infanticide. Quelle est, dans ta recherche, la frontière entre la biologie et la religion? Il n'y en a pas.
Dans beaucoup de sociétés, justement, qu'on va qualifier de naturalistes, la religion n'est qu'un moyen de médiatiser les relations avec des forces surnaturelles, immatérielles, qui sont présentes et qui font intégralement partie de leur univers. Ma clé d'entrée pour aborder ces populations, c'est l'alimentation. Tout passe par l'alimentation. Il y a cette expression de Brillat-Savarin qu'on connaît tous, qui est « dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Justement, ce qui est intéressant avec ces populations de forêts et qu'elles partagent avec la biodiversité naturelle des forêts, c'est qu'elles sont très variées et qu'en même temps elles sont rares. Sur certaines civilisations, comme ce qui est aussi arrivé au Timor oriental, quand ils ont essayé d'appliquer l'ONU, d'appliquer des notions de démocratie occidentale, ils se sont retrouvés en conflit complètement parce que c'est pas du tout comme ça que ça marchait. Donc c'est bien, je vois que tu connais bien l'Indonésie. Oui. Saya sudah tinggal. Oh, bisa bahasa Indonesia juga. Ok. Donc ces sociétés sont n'arrivent pas à gérer cette relation à l'extérieur qui les oblige effectivement à se positionner sur un mode hiérarchisé qui est contre nature par rapport à leur système politique. On a toujours à l'idée, qui est fausse, que ces populations n'ont pas évolué. On a tendance à projeter sur elles un statut de peuple fossile. Le terme n'est pas exagéré. On a même maintenant à Paris un musée des arts premiers. Donc on a tendance à considérer que ces populations ont leur curseur bloqué dans un passé où l'ensemble de l'humanité vivait encore de chasse et de cueillette. Et on a tendance à oublier que ces populations sont nos contemporains et ne sont pas simplement des vestiges d'un passé que l'on regarde. Comme on a tendance à oublier cela, on a tendance aussi à considérer ces populations au même titre qu'on le ferait d'une peinture rupestre dans les grottes de Lascaux ou d'un os de mammouth, c'est-à-dire des choses qui nous appartiennent, qui font partie de notre patrimoine et que l'on souhaite préserver en l'état en les mettant sous cloche, quitte éventuellement à organiser un peu d'écotourisme autour. Ce ne sont pas des sociétés figées dans un passé immuable, mais le problème effectivement qui se pose, c'est la rapidité, l'intensité des changements qui leur arrivent et qui leur arrivent en l'espace d'une génération. Est-ce que tu as déjà vu des choses de l'ordre de traumatisme ou de choses comme ça? J'étais encore chez les Punan de Bornéo au mois d'octobre dernier. Je n'y étais pas allé depuis 2 ans et le grand changement qui est arrivé dans les villages reculés dans lesquels j'ai l'habitude de travailler, c'est le téléphone portable. Ça devient très vite problématique quand il faut acheter des recharges pour alimenter sa carte SIM et que l'on voit des familles se ruiner, se paupériser uniquement pour l'achat de cartes pour recharger leur téléphone portable alors qu'elles n'auront pas de quoi assurer l'alimentation de leur famille. La rapidité du changement conduit à un mal-être et à une maladaptation. Et donc, par l'alimentation, j'arrive à mettre en évidence ce mal-être, cette maladaptation, qui peut se traduire par quantité de maux. Alors, il y a les maux physiques qui sont bien visibles et qui sont liés à certaines maladies modernes connues chez nous, comme le diabète, comme l'émergence de cancer, comme l'apparition du paludisme, dont ils étaient protégés tant qu'ils étaient nomades, et leur système de pharmacopée traditionnel, qui n'était pas conçu pour ces maladies qu'ils ne connaissaient pas, s'avère totalement inopérant. Donc du coup, ils deviennent dépendants de la médecine moderne pour traiter de ces maladies. Donc ça, ce sont des choses que l'on voit arriver. Mais il y a aussi quantité de maux plus difficiles à capter, qui sont des problèmes des troubles psychologiques. On voit apparaître la violence conjugale, on voit apparaître un sentiment d'insécurité, on voit apparaître le taux de suicide augmente dans ce type de société. Je considère plutôt l'ethnobiologie aujourd'hui comme une posture intellectuelle, une posture morale, qui est d'abord de rappeler qu'il n'y a pas qu'une science, mais des sciences. Cela amène à un repositionnement du chercheur, à un positionnement qui est finalement à la limite entre le militantisme et la recherche, qui est de défendre le fait que ces populations sont détentrices d'un savoir dont on aurait bien intérêt à nous intéresser
compte tenu de ce que l'on fait actuellement subir aux forêts tropicales. Ces populations ont su vivre dans ces forêts durant des millénaires et sans remettre en cause l'existence de ces forêts. Il faut penser à regarder notre propre histoire, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur avant de donner des leçons au reste du monde. On ne peut pas décemment, éthiquement, considérer ces populations comme un objet d'étude, mais bel et bien comme des partenaires de recherche. Bien sûr. Et ça suppose de modifier la propriété sur les résultats de la recherche. Et ça peut avoir des conséquences ensuite très pratiques quand on veut faire valoir un droit de propriété intellectuelle sur une plante médicinale, par exemple. Sous l'effet de la mondialisation, le nombre d'acteurs intervenant sur ces forêts ne cesse de croître. C'est pour cela que je me définis plutôt comme une personne d'interface qui essaie d'établir ce dialogue entre ces divers acteurs. Et ça, je ne peux pas le valoriser dans mon activité de chercheur, dans la façon dont je suis évalué en tant que chercheur. Le souci, c'est que personne ne va croire que ce binôme s'est fait au hasard, parce que quand même un échange en Asie-Indonésie, c'est quand même juste improbable. Moi, je vais parler là ce que sidikit, donc... Oh, mais ça, du gars. À partir de là, à partir de cette conversation, Gérard doit écrire une pièce d'une demi-heure pour 3 voix. Il a 2 mois, il va me la remettre le 20 juin. Après, je viendrai te rejoindre, donc, hélas, pas en Indonésie, mais à Montpellier, ce qui est très bien aussi, pour te faire découvrir cette pièce. Tu vas lire donc, devant la caméra. Oui. Tu vas réagir à chaud donc, à la lecture de cette pièce. Tu as vu, c'est maintenant qu'ils nous font... qu'ils nous dévoilent les monotes dans lesquelles on a engagé nos poignets. On m'avait prévenu les monotes. Vous pouvez me dire maintenant, peut-être? Oui, me dire pourquoi je n'ai pas le choix. Pourquoi je suis obligée d'héberger un pygmée pendant 1 semaine parce que j'ai acheté une table en bois exotique il y a 9 ans. C'est hallucinant. Ouais. C'est une hallucination collective, alors. Mais qui alors? Qui alors quoi? Mais qui invente des choses pareilles, qui? Tu ne te poses pas la bonne question. Donne-moi ta version de la question unique et pertinente, alors donne. Pourquoi? Pourquoi? C'est valable dans n'importe quelle circonstance. Tu te demandes pourquoi. Alors réponds si tu peux répondre. Pourquoi? Réponds-toi. Pourquoi moi? Il se trouve que je connais la question, alors je la pose. Alors tu réponds? Le hasard. Tu dirais le hasard, toi. Ou autre chose? Autre chose que le hasard? Ah oui? Comment ça s'appelle, tu sais, quand il y a beaucoup de chances que ça tombe sur toi et que ça tombe sur toi finalement? Le hasard. Vous êtes seul? Il n'y a personne autour de vous? J'imagine après un si long voyage, vous devez être fourbu. Arnaud, mon mari, travaille tard le soir et il rentre tard donc pour éviter les bouchons, mais il se repose le week-end, lui. Je peux vous poser une question? Je peux vous parler, en fait? Oui, je peux vous parler? Je ne vous ai même pas demandé si je pouvais vous parler. Je veux dire, si vous me compreniez. Oui, C'est formidable. j'ai pris tout ça. Vous avez un accent belge. Ce sont des missionnaires belges, non, qui vous ont appris à communiquer en francophonie, en franco-français, en francilien. Je suis venu là pour savoir, finalement. Oui, savoir si vous avez un corps. Et si vous avez un corps, avec quoi il est fermenté? Fomenté, vous voulez dire? Fermenté. Fermement fermenté. Bonjour. Bonjour, je suis Darius Wengue. Et j'ai un cadeau pour vous. Un cadeau pour vous deux. Génial. Je suis vraiment touchée. C'est chaleureux. Il fait chaud et c'est chaleureux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des arachides de la forêt. C'est hallucinant. Hallucinant et troublant. Quelque chose ne va pas, Arnaud? Vous savez ce que j'ai fait à manger pour nous ce soir? Un mafé. Ah, je vous préviens, hein, il est raté. Je rate toujours le mafé. Je m'obstine à faire le mafé. C'est une question de principe. Et je comprends pas pourquoi je le rate. Mais peut-être qu'en ajoutant vos arachides à mon mafé, on va s'en sortir pour une fois. Une fois n'est pas coutume. Elles sont étranges tout de même, vos arachides. J'ai jamais vu des arachides comme ça. T'as déjà vu des arachides comme ça, Fabienne? Non. Vous êtes sûr que ce sont des arachides? Sûr de moi. Il doit connaître les arachides mieux que toi. J'ai une question à vous poser. Oui.
Il a une question à te poser à propos de ton corps. Mon corps? J'ai d'autres questions pour nous, à partager. On va se mettre à table alors. On y sera mieux. Elle est un peu cendrée, non? Vous ne trouvez pas? On va s'asseoir alors. Oui, on va rester assis à cette table longtemps. Oui, c'est prévu. Pendant 12 jours et 13 nuits. On a pris congé. C'est prévu. Pour faire honneur à tes vacances. Oui. Bien que je ne pense pas d'après moi qu'il soit là en vacances. Je ne sais pas si on peut parler de vacances. Je pense d'après moi qu'il est juste là pour nous poser des questions. Je comprends pas ton point de vue. Ou plutôt, je ne partage pas ton point de vue. C'est pas parce qu'il est pygmée qu'il n'a pas droit à des vacances. De partir en vacances. C'est ethnocentrique de penser qu'un pygmée ne prend jamais de vacances. On va se tutoyer peut-être, vu qu'on a 12 jours et 13 nuits devant nous. Ça te dérange pas? Nous, on boit. On répond mieux aux questions en buvant. Et comme dans tes questions, il y aura à boire et à manger, on va rester à table. Vous avez remarqué qu'il y avait un nid d'arachnide dans votre catalpa? Vous permettez? Il est au bout de mon doigt. Et qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, l'arachnide! Ce sont des arachnides clowns alors? Où se trouve la cuisine, s'il vous plaît? Au fond du couloir. Qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas de couloir? Il a un drôle d'accent. C'est un accent belge. Il a un drôle d'accent belge. Hein. Il a un drôle d'accent belge parce qu'il vit au fin fond de la forêt équatoriale congolaise. Je dirais, si tu veux mon avis et tu peux me faire confiance, j'ai beaucoup voyagé. Je dirais que c'est un mélange d'accent belge et d'accent chinois. Je connais quelques mots de chinois. Je vais lui demander, lui. Lui demander droit dans les yeux s'il est venu infiltrer mes réseaux. Ni lai zao wo dang yang xi. Vous! Wozele Wanni! Pardon. Vous l'avez compris. Vous avez dû le comprendre. Je ne suis pas là pour régler des comptes. Je suis un être bienveillant. Je suis venu là pour vous poser des questions. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, hein, mais chez nous, on a dû professionnaliser l'encadrement des enfants. J'imagine que chez vous, non, mais chez nous, oui. Intégralement. Je ne sais pas trop, je me souviens plus à quel moment c'est arrivé, mais c'est arrivé et c'est douloureux. Parce qu'il faut bien être responsable quelque part. Et on ne sait plus très bien ni où, ni quand, ni comment. Et pendant l'ombre d'un coup de vent, j'appartiens à quelque chose de vaste, de plus vaste encore. Une communauté d'hommes seuls se tirant la bourre sur l'autoroute et à qui ça coûte de gagner de l'argent. Tu peux pas savoir à quel point ça coûte de gagner de l'argent, à quel point ça tue, à quel point ça massacre. On va pouvoir tenir longtemps avec ce mafé. N'est-ce pas, Fabienne? Toi que je sens prête. Prête enfin à me répondre sur ta fermentation à toi. Tu te souviens, hein? Je vais déclarer forfait. Mange encore un peu alors, mange. C'est bon, hein? Je le trouve vraiment délicieux ton mafé, Arnaud. Passe-moi le plat, je vais manger directement dans le plat. Tiens. Mange avec les mains. Oui. Pour la petite histoire, je travaille dans la communication. Je transcris en images des idées que je reçois. Et les images sont toujours vertes. Parce qu'elles sont vertes, elles font vendre. Quand j'ai fini de forger les images, quand j'ai éteint l'ordinateur, je vais, comme d'autres mères, à la sortie des écoles. Et ça me saute au visage à chaque fois. Les mères qui attendent, leur cerne, leur solitude, leur épuisement et leur amour démesuré qui ne les concerne plus. Et là aussi, je me sens, oui, je me sens fermentée. C'est bon d'être fermenté comme ça, hein? Oui. Il est tellement bon ce mafé. Continue maintenant. Continuez tous les deux.
Et oui, j'ai le plaisir de vous accueillir dans le terrain d'expérimentation de mon laboratoire. Et donc, comme tout lieu en pleine nature, eh ben, il y a des bruits de moteur, c'est normal. À condition d'avoir une table dans un jardin. Je ne vois pas pourquoi je dirais les conditions générales de vente alors que je n'ai pas lu Tolstoï. J'adhère. Je sens que nos rapports vont être particulièrement nuancés. Monsieur Gérard, je le savais que nos rapports allaient être particulièrement nuancés. J'ai appris à parler. Je vous comprends. Vous pouvez me parler, donc. Fabienne, vous aviez un accent belge. Ah, j'aurais dû dire ça avant. Je n'ai pas pris le bon accent. Ce sont des missionnaires belges, non, qui vous ont appris à communiquer en francophonie, en franco-français. J'ai wikipédisé le Congo, j'ai wikipédisé les Pygmées, j'ai wikipédisé l'Iroko, j'ai wikipédisé le Catalpa. C'est jouissif. C'est jouissif. Noir et fin. J'imagine que c'est un effet scénique qui donc assombrit la scène et ponctue la pièce. Mais ce noir et fin, ben, ouais, ça résume parfaitement toute cette pièce qui est d'un cynisme drôle à chaque phrase et en même temps d'un noir désespérant qui traduit parfaitement toute la futilité de notre monde et que ce petit personnage, ce petit visiteur, Darius, oui, j'ai connu un pygmée qui s'appelait Darius. Darius Wenge. Bien vu, Gérard. Et ce petit personnage qui amène ces personnes à se révéler, à révéler comment ils ont besoin de se protéger, comment ils ont besoin de se camoufler pour être vus. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et c'est dur de se réveiller tous les jours en culpabilisant par rapport à cette nature. Donc, il faut aussi se protéger de cette culpabilité. Et c'est ce que essaie de faire ce couple.